plupart des conflits, pas tous, sont fruits de malentendus. Et la plupart des malentendus sont une combinaison de mal exprimé, mal dit et de mal écouté. Et si j'exprime pas clairement ce que je voudrais, ce que j'aimerais, ce qui, à mes yeux, serait satisfaisant pour la vie commune, mais que j'exprime des jugements, des critiques, des reproches ou des insultes, ben, l'autre, forcément, il entend ces critiques, ces jugements, ces reproches, il n'écoute pas ce que je voudrais dire et il s'enfuit en claquant la porte ou il me répond sur le même ton. Nous avons donc besoin d'apprendre à exprimer plus finement ce que nous ressentons, ce que nous aimerions de façon qui crée du nous. Et nous avons besoin, si l'autre n'exprime pas ça de façon claire, nous avons besoin d'apprendre à décoder son langage, à décoder ce qu'il vit derrière ce qu'il dit, et donc de développer une capacité d'écoute qui est en nous, mais qui n'est pas du tout encouragée jusqu'ici dans nos écoles. Bien écouter l'autre là où il est, pas où je voudrais l'emmener dans un rapport de pouvoir, prétendant que c'est moi qui sais où il devrait être, mais pour rejoindre cet humain-là, là où il est, dans sa souffrance, dans sa tristesse, comme dans sa joie, dans sa célébration, dans son émerveillement. Vraiment rejoindre l'autre là où il est. Et ça s'apprend. Parce que la plupart du temps, nous ne savons pas que nous ne savons pas écouter. Nous ne savons pas que nous ne savons pas écouter. Eh bien, en apprenant à écouter la première personne qui a besoin d'écoute et d'attention et de soins sur cette planète, et dont nous avons d'ailleurs la charge, qui est nous. Comment vais-je pouvoir développer de l'écoute attentive pour l'humain qui est là devant si je n'écoute jamais l'humain dedans? Ça ne se peut pas. L'écoute ne s'invente pas, ça n'est pas un vœu pieux, c'est une pratique. Et le premier espace à jardiner par cette pratique, c'est cet être humain-là. J'apprends à m'écouter régulièrement. Et donc, j'apprends à la fermer pour rester avec ce qui se passe en moi. À la fois mes joies, mes enchantements, mes états de confiance, mais aussi mes peines, mes tristesses. Et je les démonte pour les comprendre, pour savoir ce qu'elles disent de moi. Et je cesse de les attribuer aux autres, évidemment. Et cette capacité de me rejoindre dans mes sentiments et dans mes besoins m'ouvre un champ extraordinairement riche de vocabulaire et donc de prise de conscience pour accompagner l'autre. Et écouter, c'est la formule pour rester avec l'autre. Le temps qu'il finisse sa phrase, comme nous l'avons déjà évoqué dans une émission précédente, le temps qu'on tolère un moment de silence, où l'autre est dans une recherche d'une solution plus fine, et j'appelle ça le fait de laisser à l'autre le temps de laisser ses Googles intérieurs fonctionner, un temps de silence fécond. Et je tolère que l'autre reste dans son pleur ou sa tristesse ou son doute parce que s'articule en lui toutes sortes d'intelligences plus fines que l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence intuitive, l'intelligence relationnelle intérieure, l'intelligence émotionnelle. On parle de plus en plus d'intelligence spirituelle au sens large, de comprendre l'esprit de ce que je vis. Comment est-ce que je peux percevoir, discerner? Ça demande du temps de silence et nous avons donc vraiment besoin, dans nos échanges, de laisser du temps de silence, qui est du temps d'accueil et du temps d'éveil. C'est que quand l'enfant partage quelque chose qui ne va pas bien, le parent donne des conseils, cherche des solutions, voudrait résoudre le problème rapidement parce que ça l'interpelle. Et donc il dit des choses comme « à ta place je »,« il est temps que tu »,« de mon temps j'aurai ». Et d'ailleurs je pense que, et c'est pas de l'écoute. C'est vrai que nous sommes souvent très prisonniers, c'est un enfermement, dans des habitudes très contraignantes. Je dois, il faut, c'est mon rôle. Alors qu'au fond, on ne fait rien par devoir, on fait tout par amour. On ne s'occupe pas de ses enfants par devoir, mon Dieu. Il faut que je fasse à manger pour mes enfants. Lâchez ça. Si vous faites par devoir, vous le ferez payer. Rappelez-vous que vous faites à manger pour vos enfants par amour, parce que vous souhaitez qu'ils mangent bien, une belle nourriture équilibrée et qu'ils partagent une tablée joyeuse. Vous êtes habité de sens. Vous n'êtes pas un exécutant qui est sur une voie de rail, une voie de tram, je veux dire, avec un rail. Vous êtes un être libre et responsable qui a choisi de mettre des enfants au monde et qui donc en prend soin, même si, et parfois précisément parce que c'est pas toujours confortable, de faire un repas le soir quand on a une journée fatigante, je suis bien d'accord, mais ça reste un choix quand même.